bientôt un an que le premier ministre Narendra Modi est à la tête de l'Inde, qui, faut-il le rappeler, est la plus grande démocratie au monde, la deuxième puissance démographique derrière son voisin, d'ailleurs, la Chine, avec ses 1,25 milliard d'habitants. Un géant, donc, en pleine émergence économique et qui fait face à une série de défis tout aussi gigantesque. Donc, cette semaine, on fait le point sur l'Inde de Modi, un an après son élection, avec Gilles Vernier, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Ashoka à New Delhi. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez d'ailleurs tout droit, tout juste de l'Inde, donc merci de passer sur notre plateau. Avec plaisir. Justement, il y a un an sur ce plateau, avec des spécialistes de l'Inde, on a discuté des principaux enjeux de l'Inde pendant la campagne électorale. Et là, les invités parlaient d'une situation presque explosive sur le plan socio-économique, avec des inégalités socio-économiques gigantesques, un accès à l'éducation postsecondaire extrêmement difficile, des infrastructures, l'eau, l'électricité, les routes, incapables de suivre le rythme du développement économique. Donc, un an plus tard, c'est court pour régler tout ça, mais est-ce qu'au moins ce sont des problèmes qui sont reconnus et est-ce que le programme Modi est sur la bonne voie pour régler ces problèmes socio-économiques-là? Alors, pour partie, ces questions, évidemment, sont des grandes questions qui existent depuis fort longtemps. Ce qui était en question aux dernières élections, c'était plutôt la capacité du gouvernement précédent à adresser ces questions-là. Le deuxième mandat du gouvernement du Congrès de 2009 à 2014 avait été marqué par une forte paralysie des institutions, une forte paralysie du gouvernement, liée au jeu de coalition, liée à une multitude de scandales de corruption d'ampleur assez inédite, et qui mettait en doute la capacité des autorités publiques en Inde de répondre à ces défis. C'est ce contexte-là qui, en partie, a poussé Narendra Modi au pouvoir, puisque lui incarnait l'image d'un leader décisif, décisionnaire, fort, centralisateur, pro-business, efficace, et qui allait justement nettoyer le système et remettre l'Inde sur les rails. Et là, un an plus tard, est-ce qu'on peut dire que le programme, enfin, ses actions ont suivi sa réputation? Alors, oui et non. Dans la mesure où il fait fonctionner les institutions, où les fonctionnaires travaillent, où les institutions sont mises en œuvre, oui, il y a eu un vrai réveil, et il y a une vraie impulsion d'énergie dans le fonctionnement de l'État. Avec quel résultat à ce jour, c'est assez difficile à établir. Alors évidemment, on peut toujours dire qu'un an, c'est court. Oui. Mais le fait est que la première année du gouvernement de Modi n'a pas été marquée par des annonces fracassantes, par des transformations politiques profondes ou par des changements d'orientation très clairs. En termes de décision, il se situe beaucoup, au fond, dans la continuité de ce qu'il faisait auparavant. Pas de grande rupture ici, non? Alors, pas de grande rupture en termes de contenu de politique publique. Par contre, une vraie rupture en termes de style de gouvernance. Okay. Extrêmement centralisé, extrêmement personnalisé. On peut pas parler d'hyper-personnalisation du pouvoir, une omniprésence, la figure du Premier ministre dans l'espace public et médiatique. Donc, un discours hyper volontaire. Et quand même quelques réorientations. C'est une priorité, par exemple, au développement industriel qui était moins présente qu'auparavant. Donc ça pose, c'est des changements de style essentiellement, mais en termes de contenu, on attend encore la reprise. Mais justement, Narendra Modi s'est fait élire principalement, je crois, dis-moi si j'ai tort, mais sur des réformes économiques. Ça a été un élément qui a beaucoup plu l'électorat. Non? Alors, pas exactement, pas sur des réformes économiques, mais sur la promesse qu'il allait apporter le développement économique avec un slogan de gouvernance minimale et de maximisation du développement. Mais il n'a jamais été spécifique sur les moyens et sur les méthodes qu'il allait employer pour y arriver. Mais justement, lorsqu'on regarde les chiffres, l'économie indienne parmi les BRICS, parmi les grandes puissances émergentes, le BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, c'est celui qui fait bonne figure, avec une croissance, là, apparemment, aujourd'hui, de 7,5 apparemment. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà là une marchandise qui est livrée, justement? Alors, s'il y avait une augmentation de croissance, elle serait due à des décisions prises auparavant, parce que les effets
la traduction de politique en croissance se fasse sur une période qui est beaucoup plus longue. Mais de manière plus importante, il y a un truc ici que peu de gens savent, c'est que l'Inde a récemment changé le mode de calcul de sa croissance. Donc, on joue avec les chiffres un peu, là. Alors, on joue avec les chiffres. Alors, de manière plus compliquée qu'il n'en paraît. Pour faire simple, l'Inde calcule à présent sa croissance sur base de données de recensement économique des entreprises, qui sont des données qui sont plutôt fiables et très larges, plutôt que la méthode précédente qui consistait à faire des évaluations sur des échantillons qui étaient assez faibles. Donc, les spécialistes s'accordent à dire que le mode de calcul actuel est en fait meilleur que le précédent. Et donc la situation, c'est pas tellement que l'Inde a une croissance qui monte, mais c'est qu'on a sous-estimé la baisse de croissance des dernières années. Mais ça, évidemment, peu de responsables politiques et peu d'économistes s'accordent pour reconnaître leurs erreurs. D'accord. Pendant la campagne électorale, Modi était présenté comme un nationaliste hindou. Son parti, le Bharatiya Janata, est un parti nationaliste hindou. Et on s'inquiétait de ses discours anti-musulmans passés. On craignait une croissance des tensions interreligieuses en Inde. Un an plus tard, est-ce qu'on avait raison de s'inquiéter de ça? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, le BJP, le Bharatiya Janata Party, est un parti nationaliste hindou qui a fait des mobilisations religieuses et de l'antagonisation des minorités musulmanes une stratégie de campagne pendant pratiquement toute son histoire. C'est une minorité, mais il faut le dire qu'avec un tel bassin de population, je crois que c'est la deuxième population musulmane au monde. Oui, ils sont à peu près entre 180 et 190 millions. Oui, donc c'est énorme. Ils sont davantage qu'au Pakistan, presque autant qu'en Indonésie. Oui, sur ce discours antagonique. Oui. Donc voilà, donc le BJP s'est forgé, non pas seulement une réputation, mais s'est construit comme force politique par l'antagonisme des minorités religieuses et la promotion d'une vision hindoue de l'Inde. Ce qui fonctionne comme stratégie de mobilisation ne fonctionne pas forcément comme stratégie de gouvernement. Oui. Lors des élections lors de la campagne de 2014, l'accent n'a pas été tellement mis sur les questions religieuses, sur les questions de minorité, mais vraiment l'accent a été mis à fond sur les questions de développement, de gouvernance, les questions économiques, les aspirations sociales, etc., etc. Ça ne veut pas dire que les considérations religieuses étaient absentes. En fait, le BJP mène toujours des doubles campagnes. Une campagne ouverte sur des thèmes très généraux, d'intérêt général, sur l'économie, la croissance, le développement, mais mène sur le terrain des actions locales de perturbation des rapports intercommunautaires pour diviser l'espace politique. Quelle forme ça prend, par exemple, ces manifestations-là? Des interventions d'élus dans des rassemblements de castes avec des appels plus ou moins ouverts à la violence. En août 2013, des émeutes dans la région de Muzaffarnagar, donc à l'est de Delhi, avaient fait plus de 60 morts après l'intervention de 2 élus du BJP qui visaient à séparer les électeurs de la case dominante de cette région des électeurs musulmans avec lesquels traditionnellement ils votaient plutôt ensemble pour un petit parti local. Et donc diviser l'électorat tout en rassemblant son cœur d'électorat permet en fait au BJP de convertir des minorités de voix en majorité de sièges. Donc c'est une stratégie qui demeure. C'est une stratégie qui demeure. Par ailleurs, il y a un autre aspect qui est très important, qui est que la victoire de Modi en 2014 a libéré en Inde une parole conservatrice et réactionnaire qui se traduit dans bien des cas à des manifestations anti-musulmanes. Par exemple, les campagnes anti-conversion menées par des organisations nationalistes hindous qui ne sont pas le BJP, mais qui appartiennent au même univers idéologique et sociologique, et qui visent à convertir de manière plus ou moins forcée des musulmans pour les faire revenir vers l'hindouisme qui, selon eux, est leur religion d'origine. Bien. Bien, ce sera une chose sur laquelle on gardera un œil. Gilles Vernier, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On se retrouve tout de suite après la pause. Avec plaisir. Merci.